Jérôme Lavrieux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de l'actualité, la proposition de réforme de l'immigration et notamment la question du droit du sol. On va parler fiscalité, et on va parler des élections qui viennent, municipales et européennes. Mais d'abord, les écoutes de la NSA. Est-ce que vous êtes de ceux qui estiment que, au fond, ça n'est pas grave, tout le monde le fait? Ou au contraire, vous pensez qu'il y a un seuil qui a été dépassé en la matière? Juste avant de répondre à votre question, une toute petite précision. Je suis conseiller général de Saint-Quentin dans l'Aisne. Si je ne veux pas avoir de drame en rentrant chez moi, je tiens à le préciser, c'est le seul vrai et unique Saint-Quentin, c'est celui qui est dans l'Aisne. Et Saint-Quentin-en-Yvelines n'est arrivé que bien plus tard. Autant pour moi. En ce qui concerne les écoutes de la... Et je vous invite à venir visiter cette charmante ville du nord de la France, avec Picardie. vous. En ce qui concerne les écoutes de la NSA, il y a deux types de sentiments qui viennent à l'esprit quand on a ce genre de révélation. Le premier, c'est de dire que ça n'est pas normal entre alliés et que ça ne peut pas durer. Je vois la réaction des Allemands, je vois la réaction des Français, mais il y a un autre sentiment, c'est que, et si vous me le permettez, j'espère que nos services à nous sont capables de faire la même chose, même si nous n'avons pas à le savoir. Donc il y a besoin de se rassurer, de voir qu'il y a bien une confiance entre les alliés, entre les États-Unis et la France et l'Europe en général, puisque nous sommes des partenaires dans tous les domaines, et c'est y compris dans notre histoire tumultueuse. Mais en même temps, il ne faut pas être naïf. On sait que ça existe dans plein d'endroits. Et nous avons, nous, la France, eu souvent la réputation de parfois être en pointe dans ce genre de domaine. Et même si nous n'avons pas à le savoir, moi, ça ne me choquerait pas que nous soyons nous aussi capables d'écouter, y compris nos partenaires, et qui sont parfois nos concurrents. Donc vous pensez que le président Hollande a eu la bonne réaction? Parce que vous savez, on lui a reproché d'avoir été trop... comment dire, pas assez sévère, disons, pas assez sévère dans sa réaction envers les Américains. Vous pensez un petit peu la même chose que lui, finalement? Non, je pense qu'il aurait gagné à être plus sévère. Je pense qu'il aurait gagné à être plus sévère. C'est pour ça que je vous le dis, c'est deux types de réactions ambivalentes. La première, c'est quand ces choses-là sont mises sur la place publique. Permettez-moi de me dire, si on écoute le téléphone de François Hollande, c'est que nous avons, nous, un problème de sécurisation de nos propres communications. Donc nous avons aussi à nous poser des questions sur la manière dont est organisé ce fonctionnement. Je ne sais pas si j'écoute celui de François Hollande, mais ce qui est sûr, celui de Merkel, en tout cas. Celui d'Angela Merkel, oui, ce qui est quand même incroyable. Ce qui est totalement incroyable. Ce qui est totalement incroyable. Ce qui est le plus incroyable, ce n'est pas le fait qu'on essaie d'écouter, c'est qu'on y arrive. Et c'est là où ça me semble le plus compliqué. Je pense que nous avons sans doute à faire une revue de notre manière de fonctionner, surtout chez les principaux dirigeants de notre pays. On doit avoir en tête qu'on est susceptible d'être écouté. Si ce n'est pas les Américains, ça peut être les Chinois, ça peut être d'autres puissances qui, elles, pourraient nous être plus hostiles. Mais ce qui m'inquiète, moi, ce qui me semble un peu dangereux, c'est que, visiblement, on arrive à le faire. À nous de mettre en place des dispositifs pour que ça ne puisse pas avoir lieu. Mais en attendant, ce sont quand même les Américains... Et ça ne se fait pas entre alliés. Ça ne devrait pas se faire entre alliés. Ça pose un problème de relations entre amis et alliés. 35 chefs d'État qui sont écoutés, plus de 7 millions de conversations privées enregistrées en France en l'espace d'un mois. Est-ce que Obama ne va pas être quand même affaibli par ce scandale ? Obama, la seule chose qui peut l'affaiblir, c'est ce qu'en penserait son opinion publique dans son pays. J'ai vu qu'il y a eu des manifestations hier qui ont eu lieu à Washington, mais qui n'ont pas réuni plus de 1000 personnes. Il peut être affaibli sur la scène internationale parce que ça ne donne pas un sentiment de confiance entre alliés. Mais ça ne sera pas un affaiblissement qui sera durable. Nous sommes des partenaires de toute façon. Alors on voit, pour revenir toujours encore une dernière question sur ces écoutes, ça se fait au niveau international. Vous disiez peut-être même que nous on le fait, nous les Français. Est-ce que ça se fait aussi sur les partis politiques? Vous avez l'impression, vous, d'être écouté? Je n'ai pas l'impression d'être écouté par Barack Obama. Pas encore. Non, je ne parlais pas de Barack Obama. En interne en France, si ça se faisait, ce serait grave. Parce que là, ça n'est pas une raison de concurrence entre pays étrangers qui se font de la compétition sur le niveau international. Ça pourrait dévoyer le système démocratique français si ça se faisait. Je n'ose pas l'imaginer.
Alors, si vous n'osez pas l'imaginer, on ne va pas en parler. Peut-être que ça n'existe pas. Alors, ça, c'est une question, en tous les cas, qui a beaucoup été débattue à Bruxelles entre les chefs d'État et de gouvernement cette semaine. Mais ils ont aussi parlé, bien sûr, d'immigration. Oui. Jean-François Copé, donc vous êtes le directeur de cabinet, Monsieur Lavrieux, vient de proposer une réforme de l'immigration. Le sujet est brûlant. Et pourquoi maintenant cette réforme, cette proposition de réforme, en tous les cas? C'est une proposition qui n'est pas nouvelle en ce qui le concerne. Il en a même parlé dans son livre sur la droite décomplexée, qui est paru à l'été 2012. Donc vous voyez que ça n'est pas quelque chose de nouveau. Mais pourquoi c'est revenu dans les feux de l'actualité? C'est l'affaire dite Leonarda. Et je rappelle que Jean-François Copé ne propose pas de réformer ou de mettre à mal le droit du sol en France, puisqu'il ne s'est exprimé que sur les personnes qui sont en situation irrégulière sur notre pays. Mais je vais vous résumer, parce qu'on a du mal à comprendre. Mais ça va être très facile à comprendre, vous allez voir. Je vais vous le dire d'une phrase. C'est très simple. La République française n'a à être généreuse que vis-à-vis des personnes qui respectent les lois de la République française. Quand vous rentrez sur notre territoire national en situation irrégulière, c'est-à-dire illégale, vous ne pouvez pas avoir la possibilité à bénéficier de droits automatiques positifs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes sur le territoire en situation irrégulière, illégale, je le rappelle, que vous pouvez bénéficier d'un effet positif de la loi, c'est-à-dire d'une régularisation, puis d'une naturalisation, qui est la conséquence de la régularisation dans de nombreux cas, qui deviendrait automatique. On ne peut pas traiter de la même manière des personnes qui sont des immigrés en situation régulière, qui ont fait la démarche de respecter les lois de la République, de les traiter de la même manière que ceux qui sont en situation illégale. Oui, mais c'est sur ça que l'on veut revenir. Vous parlez de quelqu'un qui est né en France, de parents en situation irrégulière, illégale. Ce n'est pas une remise en cause du droit du sol qui était jusqu'à présent quelque chose d'intangible et depuis pas mal d'années. Non, puisque nous considérons que le droit du sol ne doit concerner que les personnes qui sont en situation régulière, qui sont en situation légale. Les personnes qui sont en situation irrégulière n'ont pas vocation à rester sur le territoire, n'ont pas vocation à rester 5, 10, 15 ans. 5 ans, je vous rappelle que c'est, pour les à l'heure actuelle, c'est le délai de résidence qu'il faut avoir pour espérer obtenir une régularisation. Les personnes qui sont en situation irrégulière ont vocation à retourner dans leur pays d'origine, ou le dernier pays avant de venir en France. Elles ont vocation à retourner le plus rapidement possible et de ne pas se retrouver dans ce genre de situation avec des enfants qui naîtraient sur le territoire français. Oui, mais on vous fait valoir quand même que dans le cas de figure qu'on évoque, c'est-à-dire refuser le droit du sol à un enfant né dans une famille entrée illégalement en France, un enfant peut se retrouver apatride, ce qui est illégal en France. En France, un enfant ne se retrouvera pas apatride, il sera de la même nationalité que ses parents. Et alors, pour ceux qui sont en situation régulière, pour que les choses soient bien claires, excusez-moi de vous reposer la question, il y a pas de Nous ne proposons pas de changement pour eux, sauf nous demandons à ce que pour les personnes, les enfants nés en France, de personnes en situation régulière, c'est-à-dire qui bénéficient d'une autorisation de séjour, quel que soit le titre avec lequel nous demandons une simple modification, c'est qu'au moment des 18 ans, elles ne deviennent pas français par hasard. C'est qu'elles en fassent une démarche positive pour demander la nationalité française, qui ne pourra pas leur être refusée, sauf si ces personnes ont un passé judiciaire et qui serait un peu trop chargé par rapport au respect des lois de la République. C'est une question qui concerne seulement 5000 personnes par an. Oui. Est-ce que ça vaut la peine pour l'UMP de soulever ce problème au risque de se retrouver accusé de marcher dans les pas du Front National, comme on l'a vu cette semaine? C'est ce qu'on a dit. Non, je crois qu'il faut arrêter de mêler le Front National à chaque fois que quelqu'un va avoir une idée et une proposition à faire pour le bien de notre pays. À ce moment-là, il ne faut plus rien dire parce que dans un sens ou dans l'autre, ce sera quelque chose qui pourra concerner d'une manière ou d'une autre le Front National. Nous ne nous préoccupons pas de ce que pense ou ce que dit le Front National. L'UMP est là pour un seul sujet, se préoccuper de régler les problèmes auxquels sont confrontés nos concitoyens. Vous le voyez dans le cas Leonarda. Ça n'est pas une ressortissante de l'Union européenne. Ses parents ne sont pas ressortissants de l'Union européenne. Ils sont du Kosovo, qui n'est pas membre de l'Union européenne. Ils sont passés par l'Italie, par l'Espagne,
certaines conversations, ils ont dit qu'ils étaient aussi allés en Portugal. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une étude de marché pour savoir quel était le pays le mieux disant social pour les personnes qui ne respectent pas la loi en ce qui concerne la présence des étrangers sur leur territoire. Et ils sont arrivés en France, dans le département du Doubs, où ils étaient pris en charge par le Conseil général, par des associations subventionnées par l'État. Eh bien, nous pensons que si on veut réguler les flux de migration, et notamment les flux de migration illégale, où ce sont des pauvres gens qui sont pris en main, qui sont exploités par des réseaux mafieux, qui leur demandent beaucoup d'argent pour franchir la Méditerranée dans des conditions dramatiques, comme on le voit à Lampedusa, malheureusement, tous les jours. Eh bien, il faut envoyer un signal fort à l'international pour dire « ça n'est pas la peine d'essayer de prendre autant de risques pour venir en France, parce que vous ne pourrez pas y rester ». C'est un bon moyen de mettre fin à ces filières mafieuses. Est-ce que sur cette proposition qui a été présentée par Jean-François Copé, vous vous retrouvez tous ensemble, fillonistes, copéistes, sarkozystes ? Je n'ai pas entendu beaucoup de voix divergentes, à part M. Toubon et M. Devedjian. Sur l'ensemble, les propositions qu'a faites Jean-François Copé sont exactement les mêmes que celles qui ont été faites par François Fillon. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Et j'ose le dire, puisqu'on parlera peut-être de sondage tout à l'heure dans cette émission, il y a plus de 72% des Français qui sont en accord avec la proposition de Jean-François Copé en la matière. C'est donc que c'est aussi quelque chose qui transcende la simple appartenance à un parti politique. Alors on va commencer par parler des sondages dès maintenant. Le Front National, on le voit dans les sondages, attire de plus en plus de Français. À l'UMP, est-ce que vous travaillez à une stratégie pour contrer la montée du parti de Marine Le Pen ? Je veux dire, vous avez des groupes de travail, vous réunissez entre vous, vous élaborez une stratégie ? Nous ne travaillons pas une stratégie contre le Front National, ça n'a aucun sens. Nous travaillons, nous, à proposer un programme d'alternance dans les municipalités, dans les départements, dans les régions et en 2017 pour l'ensemble de notre pays, un programme crédible qui corresponde aux attentes des Français et à ce dont notre pays a besoin. Comment vous expliquez Nous n'allons pas nous déterminer tous les matins pour savoir ce que Madame Untel ou Monsieur Untel a pu penser ou proposer. Nous faisons nos propres propositions et nous demanderons aux Français à chaque échéance électorale de se positionner par rapport à cela. Est-ce que le débat qui avait traversé le parti au moment de la sortie de François Fillon sur le Front National est aujourd'hui dépassé ? Il est aujourd'hui même clos, puisque ça a été tranché par le comité politique, puis par le bureau politique du mouvement, et toutes les personnes, y compris François Fillon, se sont ralliées à la position de l'UMP, qui n'était pas une position nouvelle, puisqu'elle date de 2011. Elle avait été prise du temps où Nicolas Sarkozy était président de la République et Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP, qui est de dire qu'il est hors de question de faire des alliances avec le Front National, et il est hors de question de s'allier ou d'appeler à voter pour un parti socialiste qui, lui, s'allie impunément, sans aucun problème, avec une espèce de bien-disance de tout le milieu de Paris qui pétille avec le front de gauche et l'extrême gauche. Donc nous ne faisons pas d'alliance. Nous ne nous déterminons pas par rapport au Front National, nous ne déterminons pas par rapport à la gauche ou à l'extrême gauche, nous déterminons sur des propositions que nous faisons, sur nos propres valeurs que nous essayons de proposer aux Français. Alors, on comprend bien ce que vous dites, Monsieur Lavrieux. N'empêche, Jean-François Copé, on l'a encore vu tout à l'heure, on l'a dit dans le Flash, il y a eu un nouveau sondage, je crois, publié par aujourd'hui Le Parisien, qui le place encore extrêmement bas. Sondage après sondage, Monsieur Copé n'a pas la cote auprès des Français. Comment vous l'expliquez et est-ce que ça vous inquiète ? Ça ne m'inquiète pas du tout. Et ce sondage, il faudrait pouvoir avoir le temps de rentrer dans les... Il n'y a pas que ce sondage. Je sais très bien. Franchement, si vous demandez aux gens de gauche ce qu'ils pensent de Jean-François Copé, je ne suis pas étonné du tout qu'ils vous disent qu'ils n'aiment pas Jean-François Copé. C'est simple, Jean-François Copé est à la tête de l'opposition. C'est celui qui s'oppose le plus clairement, de la manière la plus audible au gouvernement actuel et à toutes ses mesures. Donc bien entendu qu'il est dans son rôle d'opposant et qu'il ne va pas faire des scores énormes sur toute la gauche. Dans les quelques questions qui sont parues dans Le Parisien aujourd'hui, on n'a pas le détail de toutes les autres questions. La réponse, quand vous adressez aux sympathisants de droite ou aux sympathisants de l'UMP, les scores que fait Jean-François Copé ne sont pas du tout les mêmes. Alors, il y a un homme qui monte dans les sondages au point de faire de l'ombre au président de la République, c'est Manuel Valls.
Certains l'appellent le Sarkozy de gauche. Ça vous plaît, cette image ? Je pense que c'est une image qui est totalement décalée. C'est une image qui est totalement décalée. Pourquoi ? Parce que Nicolas Sarkozy, si c'est pour faire référence à période égale, quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, par rapport à Manuel Valls, qui est ministre de l'Intérieur au jour d'aujourd'hui. Peut-être que ça changera la semaine prochaine, on ne sait pas. Nicolas Sarkozy, quand il proposait une politique, il obtenait des arbitrages favorables de la part du gouvernement et du président Chirac à l'époque. Qu'est-ce qui se passe de Manuel Valls ? Manuel Valls fait beaucoup de bruit, fait beaucoup d'agitation avec ses petits bras quand il se rend sur le terrain, et il perd tous ses arbitrages. La loi Taubira, Valls a perdu les arbitrages. Alors bien sûr, il a gagné la moitié d'un arbitrage, c'est que cette loi qui est tellement extravagante pour la sécurité de nos concitoyens, François Hollande s'est dit « je vais avoir un problème, du coup je vais en reporter l'examen après les élections municipales pour ne pas effrayer tout le monde ». C'est le seul arbitrage qu'a gagné Emmanuel Valls. Sur le fond de la loi, c'est la gauche de la gauche qui a gagné tous les arbitrages en termes de sécurité depuis le début du mandat, la fin des peines planchées. D'accord ? Les contrôles d'identité, etc. À chaque fois, Manuel Valls perd ses arbitrages. Et on le voit, les chiffres de la délinquance explosent. Vous m'avez fait l'amitié de rappeler que j'étais conseiller général du canton de Saint-Quentin-Nord. Je reviens, nous sommes dimanche matin, j'ai passé dans l'Aisne. Je vois que mes messages passent. J'ai passé trois jours sur place, j'ai tenu mes permanences, etc. Mais si vous voyez le nombre de cambriolages dans les petits villages, dans les zones rurales qui se sentent abandonnés en ce moment, eh bien vous auriez une autre vision du succès de Manuel Valls. Dans la dernière affaire Leonarda, il a dit que la famille ne rentrerait pas, elle n'est pas revenue. Oui, mais enfin, écoutez, quelle humiliation. Quelle humiliation. C'est le président de la République qui est obligé d'aller à la télé parce qu'il ne veut pas trancher entre son Premier ministre qui voulait ménager la gauche de sa gauche et son ministre de l'Intérieur qui veut ménager je ne sais plus exactement qui. Et c'est le président de la République qui va et qui finit par dialoguer par télé interposée avec des personnes qui ne respectaient pas la loi et qui finit par proposer de rentrer. Heureusement qu'elle a refusé de rentrer jusqu'à présent parce que là c'était une humiliation complète pour Manuel Valls. Bon. Alors l'histoire Leonarda, on n'en parle plus, c'est terminé. Je crois qu'on n'a pas fini d'en parler, au contraire. Peut-être pas dans l'émission, mais les Français n'ont pas fini d'en parler. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Parce que c'est symptomatique d'une politique. Voilà. C'est qu'on a un président de la République qui est inapte à décider et à proposer une ligne claire aux Français. Ce qui fait qu'à la fin, sa majorité ne sait plus où elle en est, entre Harlem Désir qui dit exactement l'inverse, Harlem Désir, le chef du Parti socialiste, qui moins d'une demi-heure après la déclaration du président de la République, va à la télé pour lui faire une sorte de bras d'honneur en disant exactement l'inverse, en disant il faut que l'ensemble de la famille revienne. Et c'est symptomatique d'une méthode de gouvernement. Et les conséquences auprès de la population de l'affaire Leonarda en termes de ressenti de la capacité de François Hollande à diriger clairement le pays, c'est catastrophique. Vous n'imaginez pas sur le terrain les retours que l'on en a. Alors, il y a un autre domaine sur lequel la gauche semble avoir beaucoup de mal, c'est la fiscalité. La gauche est très attaquée là-dessus, le gouvernement. On lui reproche une politique fiscale illisible. D'ailleurs, à droite aussi, si on se souvient bien, quand vous étiez au pouvoir, on vous faisait un petit peu le même reproche. Écoutez, je pense que la jacquerie fiscale à laquelle on est en train d'assister, quand vous regardez la Bretagne, quand vous regardez dans un certain nombre de villes, je pense qu'on en est arrivé à un point de rupture. C'est très important et c'est dramatique pour notre pays. C'est que jusqu'à présent, quand vous touchiez un impôt, les Français n'appréciaient pas. Mais là, ils ne le supportent plus. Ils se disent trop, c'est trop. Sur cette affaire du PEA, du plan d'épargne en action ou du plan d'épargne logement. Le gouvernement revient d'ailleurs sur sa décision. Oui, il revient sans le taux d'épargne. Il revient sans revenir en fait. Mais s'il n'y avait eu que ça comme mesure, ça n'aurait pas suscité un tel tollé. Le problème, c'est l'effet cumulatif. Et il ne se passe pas de semaines sans qu'on ait de nouvelles mesures, de nouveaux impôts qui tombent sur le coin des Français. François Hollande fait l'élection présidentielle en disant « je vais taxer les riches et vous allez voir, ça va suffire à sauver le pays ». Il a taxé les riches, mais ça ne suffit pas, puisqu'il a pris des mesures en termes de dépenses publiques qui sont totalement démagogiques. Il ne réduit pas la dette, il est obligé d'aller chercher de l'argent partout en catastrophe. Il faut bien trouver et de du l'argent coup, après quelque avoir part. taxé les riches, oui, je vais y venir si vous le souhaitez, après avoir taxé les riches, eh bien, il est obligé de s'attaquer aux classes moyennes, puis aux plus modestes. Un PEL. C'est quoi le plafond d'un PEL ?
c'est 60 000 euros. C'est souvent le fruit de 20 ans d'économie pour pouvoir, le moment venu, se payer son logement. Le plan d'épargne en action, ce n'est pas des super riches qui prennent des plans d'épargne en action. Ce sont des gens qui se constituent un bas de laine, comme on appelait dans le temps, une petite retraite. Ce sont des petits épargnants pour pouvoir assurer leurs vieux jours quand ils seront à la retraite. Les contrats d'assurance vie, vous allez voir, on va passer 8 jours pour vous expliquer que le contrat d'assurance vie ne concerne que les super riches. Non, c'est 6 millions de foyers, 6 millions de ménages qui ont un contrat d'assurance vie. Du jour au lendemain, on est venu avec 6 millions de ménages hyper riches en France ? Eh bien non, on va encore les taxer, parce qu'eux, ils sont maintenus dans le dispositif. Pour autant qu'on ait un peu compris ce qu'a voulu dire M. Cazeneuve, le ministre du Budget, qui a changé 3 fois d'avis en 2 jours, et M. Moscovici, qui ne sait plus exactement combien va rapporter le nouveau dispositif. D'ailleurs, il va falloir qu'on nous explique. Les 600 millions d'euros qu'on voulait percevoir sur ce dispositif, du jour au lendemain, on n'en a plus besoin ? Ou alors, est-ce qu'on va nous prendre une nouvelle mesure cachée en matière de fiscalité pour aller nous les chercher ailleurs ? Et on va le découvrir. Je rappelle que dans le budget, la taxation à 15% rétroactive du PL, du PEA et du CEL, c'était une mesure d'harmonisation, de simplification. Alors désormais, dès que vous voyez le terme simplification et harmonisation, je pense que les gens vont être prêts à sortir leur fourche. Bon, les clubs de foot qui menacent de faire grève si on leur applique la taxe des 75%, ça vous fait doucement rigoler ? Ça vous fait quel effet ? On sait très bien qu'ils sont très riches, les footballeurs. Enfin, ils gagnent beaucoup d'argent. De toute façon, je vous rappelle que ce n'est pas les footballeurs qui vont payer la taxe. Parce que de la manière dont c'est rédigé, ce sont les clubs. Oui. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les clubs qui sont très riches, il y en a 2 ou 3, n'auront pas de problème pour payer la taxe. Les clubs des villes moyennes qui sont beaucoup moins riches... Mais ils ne seront pas concernés, puisque... Certains vont l'être, puisque malheureusement, les salaires ont explosé. C'est ainsi dans le milieu du football. Mais c'était un arbre pour cacher la forêt. Regardez toute cette semaine. On a le décalage qu'il y a eu, par exemple, avec certains titres de journaux. Je ne mets pas en cause du tout les médias, ce n'est pas du tout mon habitude. On faisait des unes sur cette taxe de 75% sur les footballeurs. Et très peu ont vu arriver la révolte qui a grondé dans les provinces sur la taxe rétroactive sur les plans d'épargne en action et les plans d'épargne logement. Pourquoi le gouvernement revient dessus ? Ce n'est pas une campagne médiatique, là. C'est une campagne de terrain qui est arrivée. Et c'est un mouvement beaucoup plus profond, beaucoup plus, j'allais dire, inquiétant pour l'avenir. Les Français ne supportent plus toutes ces formes de hausse d'impôts. Alors, juste, inquiétant pour l'avenir. J'ai pas envie de polémiquer, mais il y a juste un truc que je trouve effarant. C'est que les présidents de clubs de foot, pour la taxe à 75% sur les salaires de plus de 1 million d'euros, vont être reçus par le président de la République. Et dans son agenda débordé, le président de la République n'a même pas eu un quart d'heure pour recevoir lui-même tous les responsables, tous les présidents d'associations de petits épargnants. Ça me pose un petit sujet. Alors, vous dites les gens vont prendre leur fourche, mais en attendant, ils vont prendre un bureau de vote puisque y a des échéances électorales. Oui. Il y a les municipales d'abord en mars prochain, puis les européennes en juin. Pour les municipales, vous avez toutes vos listes. Quelles sont les grandes villes que vous espérez ramener à vous ? Est-ce que Marseille est conservable ? Est-ce que Paris est gagnable ? Marseille sera conservé par Jean-Claude Gaudin. Et Paris a une grande chance d'être gagné par NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet. Et nous y travaillons dans les 2 cas de figure, mais pas seulement là, pour aider nos candidats à faire le plus grand score possible. En ce qui concerne ces 2 villes, je ne donnerai aucune liste de noms. Notre objectif, c'est d'en gagner le plus possible, partout, quelle que soit la taille, du petit village jusqu'à la grande métropole. Notre objectif, c'est d'être en tête et de gagner le plus de villes possible. C'est ce à quoi travaille Jean-François Copé avec la commission d'investiture, qui a quasiment bouclé, à part 2 ou 3 villes, où il reste des curseurs à déplacer et à discuter avec nos amis de l'UDI. Mais sinon, nous sommes prêts. Nos candidats sont déjà sur le terrain en train de se battre pour gagner. Pourquoi ? Ce n'est pas pour le plaisir de gagner. C'est que quand on voit la situation économique de notre pays et la situation fiscale de notre pays qui se détériore à la vitesse grand V, nous pensons qu'avoir un maire UMP, c'est très différent d'avoir un maire socialiste qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est augmenter les impôts et dépenser toujours plus d'argent public qu'il n'a plus. Vous savez, c'est à rapporter de la question que vous me posiez sur le Front National tout à l'heure. Aux élections présidentielles en 2012, vous avez des gens qui se sont dit, qui n'étaient pas contents de tout ce que l'on a fait. C'est normal.
ils ont préféré voter Marine Le Pen. Et en votant Marine Le Pen, ils ont eu François Hollande à la tête du pays. Pour les élections municipales, ceux qui voudront faire le même calcul, il faut qu'ils sachent bien clairement que ce qui va arriver en votant pour un candidat du Front National, s'ils avaient cette idée, eh bien, ils auront des petits François Hollande dans chacune des communes, avec les conséquences que l'on a vues à l'échelle de notre pays qui vont se répercuter à l'échelle locale. Nous pensons que les candidats UMP sont le mieux à même de prendre des mesures qui pourront adoucir au moins au niveau local la vie des Français par rapport à cette politique désastreuse que mène le gouvernement socialiste à l'heure actuelle. Écoutez, je vais encore faire l'avocat du diable, mais enfin, la gauche va mal, vous nous le dites. On le voit, on lit les journaux, on parle avec nos amis, avec notre famille, on voit bien qu'il y a des tas de choses qui ne vont pas. Mais quand même, on n'a pas l'impression que ça vous profite, que ça profite à la droite. Écoutez, il y a un problème là, excusez-moi de revenir toujours là-dessus, mais voilà, c'est l'impression qu'on a, que vous disiez qu'en 2012, des tas de gens avaient préféré voter Front National plutôt que pour vous, et puis total, ils avaient eu François Hollande, peut-être que c'est finalement ce qu'ils préféraient. Et rappelez-vous, ça s'est joué à très peu, et rappelez-vous qu'en 2012, nous sortions d'une période où nous nous étions pris la plus grave crise économique que le monde ait connue depuis 1929. Et c'est d'ailleurs grâce à l'action de Nicolas Sarkozy, j'y viens, grâce à l'action courageuse de Nicolas Sarkozy. Vous parliez des sondages tout à l'heure. Regardez, quand on compare les images de tous les présidents de la République dans l'esprit des Français, alors que nous ne sommes qu'à 18 mois de cette présidentielle, celui à qui on attribue le plus la vertu du courage, c'est qui ? C'est Nicolas Sarkozy. D'accord ? Et François Hollande, c'est celui qui est le moins courageux. Ce dont on a besoin à la tête de notre pays en ce moment, c'est quelqu'un de courageux. Vous êtes en train de dire qu'on a besoin de Nicolas Sarkozy à la tête du pays, il faudrait qu'il revienne. Je pense que si Nicolas Sarkozy était resté président de la République, notre pays n'en serait pas dans cette situation actuelle. On va se projeter sur l'avenir. En 2017, vous souhaitez, vous, le retour de Nicolas Sarkozy, qu'il se présente et puis qu'il gagne. Je ne suis pas son porte-parole et je ne suis pas là pour dévoiler des secrets dont je n'ai pas connaissance d'ailleurs. Je vais vous faire la même réflexion que Jean-François Copé, ça ne vous étonnera pas. Quel que soit son choix à Nicolas Sarkozy pour 2017, je serai à ses côtés. C'est la même position que Jean-François Copé et je pense que c'est la même position qu'un grand nombre de militants, de sympathisants et même de simples électeurs de droite. Alors nous terminons sur la question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information littéraire et en partenariat avec ce site, nous vous posons la question, quel est votre livre de chevet ? Quel livre lisez-vous en ce moment ? Alors je vais déroger parce que je vais vous parler de 2 livres. J'ai un livre, puisque j'adore les biographies de nos grands personnages historiques. Vous les avez apportés. Ceux qui ont fait la France, mais je les ai apportés puisque nous ne sommes pas seulement à la radio, mais nous sommes aussi diffusés sur vos sites internet et l'image, ça compte. Et donc j'ai amené un livre que j'ai commencé il y a une quinzaine de jours, et que je n'ai pas encore terminé, qui est une excellente biographie de Mazarin par Simone Berthière. Donc je la conseille. C'est un livre qui permet de voir et qui a un relief en ce moment extrêmement important puisque c'était une espèce de course sans cesse pour faire rentrer de l'argent dans les caisses d'un État qui était extrêmement dépensier. Il ne faut pas comparer tout ce qui n'est pas comparable, mais il y a un petit message. Il n'était pas très aimé en son temps, si j'ai bien lu ce que j'ai lu sur le personnage. Ce n'était pas un personnage qui était très aimé, Mazarin. Oui, mais ce n'est pas un personnage qui a été élu non plus. Alors vous avez apporté et j'en ai le un livre deux de autres. quelqu'un qui Pas uniquement parce que je vous vois sourire et vous pouvez dire mais quel faillot, il va présenter le livre de son patron, mais c'est parce que s'il fallait encore un lien supplémentaire entre Jean-François Copé et moi, nous avons un lien de mémoire, puisque moi, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, Saint-Quentin, c'est Saint-Quentin dans l'Aisne, et la source de la Somme, avec ses célèbres batailles de la Somme, et la source de ce fleuve prend dans mon canton de Saint-Quentin-Nord. Et donc nous sommes reliés avec le 100e anniversaire de la guerre de 1914. Et vous avez Jean-François Copé qui a, lui, écrit un livre avec Frédéric Guelton sur la bataille de la Marne, qui est le premier grand fait d'armes de cette guerre qui, malheureusement, a duré 4 ans et qui a fait des millions de morts dans toute l'Europe. Avec l'union sacrée. Et surtout, comment faire en sorte, par la décision d'un homme, de basculer le destin d'un pays, alors que Paris était sur le point d'être envahi. Eh bien, quelques hommes ont dit « ça ne peut pas se dérouler comme ça, il faut avoir un sursaut ». Et c'est l'histoire d'un sursaut français et qui a été gagné juste au nord de Meaux.
La bataille de la Marne de Jean-François Copé. On l'a vu effectivement dans un magazine et effectivement il sait beaucoup de choses sur cette période de 1914 dont on va marquer bientôt le centenaire. Jérôme Lavrieux, directeur de cabinet de Jean-François Copé, conseiller général de Saint-Quentin dans l'Aisne, et futur candidat aux européennes. Merci d'avoir été l'invité de notre grand entretien.